Coucou! Comme tu le sais, si tu me suis sur Instagram, cet été je suis partie un mois en Indonésie. C'était la première fois que je quittais l'Europe et là je suis partie toute seule. Enfin, plus précisément, j'ai d'abord fait 12 jours toute seule sur l'île de Java à explorer et après j'ai retrouvé à Bali mon copain et 2 amis où on a encore passé près de 3 semaines ensemble à faire du coup Bali et l'île de Flores. Concrètement, cette vidéo elle est faite pour toi si tu t'intéresses au voyage en solo et que tu cherches des infos et des idées d'itinéraire pour partir en Indonésie. Elle peut aussi t'intéresser si tu as déjà fait des voyages en groupe qui ne se sont pas très bien passés, parce que je vais parler de quelques tips ou astuces que j'ai pour faire en sorte que tu puisses mieux profiter de tes voyages en groupe à l'avenir. C'est parti! Alors l'organisation avant. Pour ce genre de voyage, il faut s'y prendre assez en avance pour l'organisation, surtout si tu espères le faire de manière un peu économique. La plus grosse dépense du voyage, c'était clairement les vols. Et encore, on a réussi à avoir des bons deals. Pour l'aller, j'ai pris un vol Zurich-Jakarta avec une escale à Hong Kong, et ça m'a coûté environ 550 francs. Il partait le 30 juillet et je l'ai réservé fin janvier. Et aussi, je suis passée par eBookers pour économiser, sinon ça aurait été un peu plus cher. Mais j'ai failli regretter. Heureusement, j'ai finalement pas eu de problème, mais pour les vols avec des correspondances, je te recommande plutôt de passer directement par la compagnie, parce que si jamais il y a un souci, c'est vraiment embêtant. Si tu loupes ton vol, c'est pas le genre de compagnie qui va t'aider à en trouver un autre. Le vol du retour, on l'a pris bien plus tard, on l'a pris à la mi-avril, tout simplement parce qu'on savait pas encore exactement par où est-ce qu'on voulait repartir, quand on voulait repartir, tout ça. Et là, il nous a coûté 430 francs. Mais en tout, de manière générale, il fallait bien compter 1000 francs pour les vols pour ce voyage, parce qu'il y a encore quelques vols domestiques qu'on a fait entre les différentes îles et tout ça. Et ça, même si c'est pas très cher, ça s'accumule quand même. J'ai décidé de ne prendre qu'un bagage cabine avec moi, donc de 7 kg maximum. Ce qui, je peux comprendre, ça peut faire un peu peur dit comme ça, mais déjà, moi je suis pas du tout minimaliste dans la vie courante et pourtant j'ai très bien réussi et en fait, c'est tellement plus pratique que d'avoir un bagage en soute. Déjà parce que le bagage en soute, si t'as des correspondances, c'est vraiment pas pratique pour le coup si il te suit pas et que toi tu te retrouves en Indonésie et que t'as pas ton sac parce que la compagnie aérienne l'a perdu ou juste qu'il a pas réussi à prendre le prochain vol, donc ça aurait été très embêtant. Et aussi juste pour se déplacer sur place, c'est tellement plus pratique d'avoir un sac plutôt qu'une valise et d'avoir un petit sac, en fait tu t'embêtes beaucoup moins. Parce que quand tu pars en Indonésie, généralement tu vas pas mal bouger et du coup autant être le plus léger possible. Je me suis aussi pas mal organisée au niveau de la sécurité. Je pense que si j'étais juste partie avec un groupe, ça aurait été différent. Mais là, personnellement, tu fais comme tu veux, mais quand je pars toute seule à l'autre bout du monde, j'aime bien me sentir un minimum en sécurité et avoir un petit peu un plan en cas de gros soucis. Donc voilà un peu les trucs que j'ai fait. Bon, le premier truc, c'est vraiment la base de la base, c'est de checker que tous tes vaccins soient à jour et regarder avec ton médecin si jamais il y a des vaccins que tu devrais faire en plus pour l'Indonésie. Au niveau des médicaments, tu peux t'assurer que t'en as assez si c'est des ordonnances, parce que c'est pas une petite pharmacie en Indonésie qui va prendre ton ordonnance de la Suisse. Et pareil aussi un peu ta trousse de secours juste de manière générale avec des antidouleurs et tout ça. Et pour tous ces médicaments et notamment la pilule pour les femmes si vous la prenez, il faut faire attention parce qu'en Indonésie il fait très chaud, plus que par chez nous, et ça peut être un problème au niveau des médicaments. Donc moi ce qu'on m'a recommandé et ce que j'ai fait, c'est de garder au maximum les médicaments, pas sur soi, mais du coup plutôt dans l'hébergement, au frais un peu à l'ombre. Et si c'est pas possible de les garder, que t'es obligé de les avoir sur toi, tu peux les mettre dans une pochette qui est entourée de papier d'alu pour permettre, ça fait un peu comme une couverture de survie et ça permet que tes médicaments sont pas en train de chauffer à cause du soleil. Et enfin, le troisième petit truc, c'est que je me suis fait une carte avec les numéros importants. Donc à la fois des numéros d'urgence d'Indonésie, mais aussi des numéros de personnes que j'aurais besoin de joindre potentiellement si j'ai un souci médical ou que simplement je perds mon téléphone, je le casse ou que je me le fais voler ou que sais-je. Je dis c'est pas mal aussi pour mes proches qui pensent pas que je suis morte au fond d'un ravin. Donc moi je voulais assez bien organiser ma partie en solo et comme j'allais pas rester statique mais plutôt bouger ou comme ça, j'avais envie d'avoir quand même un peu une idée de mon itinéraire et de savoir combien de temps j'allais passer à peu près dans quelle ville. La seule contrainte que j'avais, c'est que le 11 août, je devais prendre mon avion du coup pour aller de Surabaya à Bali et retrouver les autres. Je sais que c'est assez controversial d'aimer planifier son voyage plutôt que d'être hyper spontané, mais voilà, moi je fonctionne comme ça. Et aussi pendant ce voyage, j'ai eu l'occasion de tester un peu les deux,
enfin j'ai eu une partie planifiée et une partie plus spontanée et du coup je pourrais un peu parler aussi des avantages et des inconvénients des deux méthodes. Au niveau de l'itinéraire sur place, je vais te dire un peu qu'est-ce que moi j'ai fait, comme ça si jamais tu peux t'inspirer et prendre un peu ce qui te donne envie. Et je vais aussi dire des erreurs que j'ai fait ou des trucs que j'aurais fait autrement, comme ça tu fais pas la même chose. Alors pour la partie solo, j'ai atterri à Jakarta et j'ai passé une nuit là-bas. Ensuite je suis partie à Bandung où j'ai passé 2 nuits. Après ça j'ai fait 5 nuits à Yogyakarta parce que j'étais censée passer moins de temps, j'étais censée passer uniquement 3 nuits et aller dans la ville de Malang avant d'ensuite aller à Probolinggo. Et finalement j'ai décidé que j'avais envie de rester plus longtemps à Yogyakarta. Donc 5 nuits à Yogyakarta, pas de Malang. De là je suis directement allée à Probolinggo où j'ai passé une nuit. Ensuite j'ai passé une nuit à Semorolawang au pied du mont Bromo. Je suis redescendue, j'ai repassé une nuit à Probolinggo et après j'ai passé une nuit à Surabaya et après j'ai retrouvé les garçons à Bali. Donc à Jakarta honnêtement c'était surtout parce que l'avion passait forcément par là et c'était un transit, mais pour moi c'est clairement pas la meilleure partie de l'Indonésie. C'est une énorme ville pleine de pollution, énormément de trafic. Quand t'arrives là, je trouve que surtout quand t'es tout seul, t'es un peu désorienté, c'est vraiment une énorme ville et c'était clairement pas, enfin je trouve que c'est pas la partie la plus intéressante à visiter en fait. Et c'était aussi un peu le consensus que j'ai eu avec les autres personnes en solo que j'ai pu rencontrer. Tout le monde a voulu partir un peu le plus rapidement possible de Jakarta et je pense que c'est pas une mauvaise idée. Donc moi j'ai aussi fait ça, je suis restée une après-midi et je suis partie le lendemain vers 11h midi, j'avais un train et c'était amplement suffisant. Ensuite à Bandung, je suis arrivée du coup dans l'après-midi. La ville en soi, elle est ok mais il n'y a pas non plus énormément de choses à voir, c'est pas non plus incroyable, ça reste aussi une très grande ville, un peu plus petite que Jakarta mais voilà. Par contre ce qui est vraiment sympa c'est les alentours. Donc ce que j'ai fait c'est que le lendemain j'ai pris un guide et j'ai été visiter dans les environs. Il y a des sources chaudes, il y a le Kawaputi, il y a les champs de thé et ça franchement c'est une chose à faire, ça peut être très sympa. Ensuite à Yogyakarta qui était clairement ma ville préférée de tout Java. Niveau activité j'ai passé l'équivalent je pense de 1 journée et demie vraiment dans la ville à me balader dans les rues et tout ça, profiter un peu des petits commerces, des restaurants. J'ai passé une journée à aller à Prambanan et à aller voir le ballet un soir, très très beau, et une journée à voir le temple de Borobudur et l'église en forme de poulet. Là, je recommande de pas faire sur une seule journée les 2 temples. Je sais que ça se fait beaucoup, si vous avez pas beaucoup de temps à Yogyakarta, ça peut être une bonne chose, enfin pourquoi pas s'il y a pas beaucoup de temps, mais si vous avez plus de temps à y consacrer, je recommande vraiment de séparer les deux parce que ça fait beaucoup les 2 temples dans la même journée, surtout qu'ils sont pas du tout côte à côte. Ensuite, j'avais un long trajet entre Yogyakarta et Probolinggo, donc j'ai passé presque toute la journée dans le train, et le lendemain, du coup, je suis partie. L'idée d'être dans cette région-là, c'était vraiment pour faire le mont Bromo, que j'ai décidé de faire à pied au lieu de le faire avec un tour. Donc je l'ai fait par moi-même au lieu de prendre un tour et de monter avec la Jeep tout en haut du point de vue et tout ça. Donc j'ai trouvé des gens très sympas avec qui faire cette marche où tu marches d'abord vers un point de vue et après tu peux marcher dans la mer de sable juste à côté, enfin autour du volcan, et après tu peux monter jusque sur les côtés du cratère. Vraiment j'avais jamais été aussi proche d'un volcan de ma vie. Et ce soir là j'ai aussi dormi à Semorolawang qui est du coup le village juste au pied du volcan, et le lendemain je suis redescendue à Probolinggo et en prenant mon temps ça prend quand même 2-3 heures entre Probolinggo et le village. Donc cette partie là honnêtement j'aurais pu prendre les transports un peu plus rapidement, enfin je m'étais donné pas mal de marge pour redescendre de Probolinggo parce que c'est des bus où tu sais pas exactement quand est-ce qu'ils partent et tout ça, et ensuite pour arriver à Surabaya parce que à Probolinggo il n'y a pas grand chose à faire, c'est vraiment juste une ville un peu de transit pour ensuite aller sur le mont Bromo. Mais voilà, et ensuite je suis arrivée à Surabaya et là c'était un peu la fin de ma partie en solo. J'ai fait pas mal de l'organisation, des lessives, des trucs comme ça, et me reposer aussi pour ensuite pouvoir retrouver les autres en étant complètement reposée. Donc voilà, ça c'était mon itinéraire, et maintenant en l'ayant fait, ce que je peux te dire, de manière générale c'était hyper bien, mais je pense que honnêtement j'aurais pu aller à Malang même en faisant les 5 nuits à Yogyakarta, parce que si tu vas à Malang, un truc chouette c'est que vers Malang il y a une cascade qui s'appelle la cascade Tumpak Sewu, et ça du coup je l'ai pas fait parce que je pensais que j'allais manquer de temps, et je pense que en fait ça vaut le coup et que si tu prends mon itinéraire tu peux quand même faire ça. Mais un truc que je dirais c'est qu'il y a vraiment très peu d'informations en ligne sur comment faire ces volcans en fait, le mont Bromo et le mont Ijen. C'est vraiment pas clair comment le faire sans payer un tour à 150 €. Donc au final je suis contente que tout ait fonctionné malgré le fait que j'aurais pu aussi aller à Malang. Et ensuite pour la partie en groupe, on a décidé de faire 4 nuits à Ubud, ensuite on a fait une nuit à Kuta, ensuite on a pris l'avion pour aller 6 jours à Flores.
où là on a été à Roteng, Werebo et ensuite Labuan Bajo. Ensuite on est revenu sur Bali et là on a dormi 2 nuits à Nusa Dua et la dernière nuit on l'a faite à Canggu avant de prendre l'avion ensuite le 26. Quand on a pris l'avion pour le retour, au final on a fait un long retour, donc on a fait une nuit à Kuala Lumpur et une nuit à Dubaï avant d'arriver à Genève. À chaque fois, je dis un peu de manière élargie notre itinéraire et après je vais un peu plus en profondeur dans les activités pour que tu puisses savoir aussi pourquoi on a choisi ces endroits et te rendre un peu compte de si tu as aussi envie de les intégrer dans ton programme. À Ubud, on a fait pas mal d'activités en plus de se balader dans les rues. On a été voir une cascade, on a été voir la Monkey Forest qui est très très chouette. On a été voir une plantation de café Kopi Luwak, je pense que tu en as entendu parler, c'était en train d'un peu d'organiser un voyage en Indonésie. On a fait du rafting, un cours de cuisine, on a vu un spectacle au palais d'Ubud et on a fait le Kampuan Ridge Walk. Ensuite quand on était à Kuta, on est arrivé un peu tard à cause du trafic, mais le soir on a fait un peu la fête et après le lendemain on a surtout profité de la plage. Ensuite quand on était à Flores, en fait ce qui s'est passé c'est que la veille de prendre notre avion on a décidé de prendre un logement et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il n'y avait plus aucun logement disponible pour Labuan Bajo. Du coup on a décidé à la dernière minute de partir à Roteng. Mais franchement, c'était une très très bonne décision. Depuis Labuan Bajo, on y est en 4 heures, il y a des bus. On a passé 4 jours à Roteng et là on a pas mal visité les alentours. Donc on avait loué des scooters et on a été voir la cave de l'homme de Flores. De nouveau voir, il y a pas mal de cascades aussi dans la région. Et il y a surtout ce qui est assez connu, c'est les champs de riz en forme de toile d'araignée. Donc voilà, c'est joli à voir. Et aussi ce qu'on a fait, c'est qu'on a été passer une nuit dans le village traditionnel de Werebo, qui est du coup un petit village authentique qui est accessible. Après, tu dois faire un peu de voiture, tu dois faire un peu de scooter et après tu dois marcher pendant, je sais pas, de 1 à 2 heures et après t'arrives au village et franchement ça vaut le coup parce que c'est vraiment chouette et c'est sympa et c'est joli, ça change et il y a des... Tu peux jouer aussi à un jeu indonésien, une espèce de volley un peu, j'ai oublié le nom. Honnêtement c'était vraiment un highlight Werebo. Après Roteng, on a été à Labuan Bajo où là c'était surtout pour aller faire un tour en bateau. Ces excursions à la journée dans les îles Komodo, donc où là tu vois, c'est vraiment chouette parce que tu vois l'île de Padar, tu vois les dragons du Komodo, tu vois la plage rose et ensuite on a repris l'avion pour Bali. Donc pour les derniers jours à Bali, cette fois on a dormi 2 nuits à Nusa Dua. Il y a un jour où on a séparé le groupe en deux entre ceux qui voulaient aller faire une randonnée à la montagne et ceux qui voulaient aller voir Nusa Penida. Donc moi j'ai été voir Nusa Penida. Un jour c'est court pour Nusa Penida, c'est une petite île à 45 minutes en ferry de Bali et franchement ça vaut trop la peine. Si vous arrivez à rester plus longtemps et à dormir sur l'île, ça peut être vraiment très chouette. Et en tout cas, elle mérite d'être sur votre itinéraire. C'est très chill, il y a des jolies baies, des jolies plages, c'est ambiance un peu romantique, c'est facile de faire du scooter là parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de trafic. Et enfin, pour notre dernier jour, avant de partir de Bali, on a fait un massage balinais. Et ensuite on a été à Kuta pour aller faire du surf. Et le soir on a fait un peu la fête à Canggu. Et le lendemain on avait notre avion pour Kuala Lumpur. Donc comme j'ai dit, notre tour au final il faisait un peu partie du voyage. C'était un peu pour des raisons économiques mais aussi parce qu'on trouvait fun de l'augmenter un petit peu comme ça. Donc on a pu passer un jour à Kuala Lumpur avant d'ensuite prendre un avion pour Genève qui faisait une escale de 15 heures à Dubaï. Où là aussi on a eu de la chance parce qu'on a pu sortir pour aller voir le Burj Khalifa. Donc c'était chouette. Et après c'était la fin du voyage. Voilà, donc ça c'était un peu toute la partie de la vidéo sur au final c'était quoi notre itinéraire, comment est-ce qu'on s'est un peu organisé avant. Et maintenant je vais un peu discuter des différents trucs qu'on aurait pu faire différemment et des choses à savoir avant de partir en Indonésie. Donc déjà la grande question que tout le monde se pose un peu à chaque fois avant de partir, c'est est-ce qu'on s'organise à l'avance ou pas? Moi je trouve qu'il y a vraiment des pour et contre pour les deux. Moi je m'étais vraiment organisée à l'avance et j'avais pris la plupart des logements et tout ça pour ma partie en solo. Et en soi c'est cool, notamment d'un point de vue économique, parce que t'es sûr d'avoir des logements vraiment cool et qui sont dans ton budget si tu t'y prends en avance, donc c'est cool. Mais tu perds un peu de flexibilité. Typiquement quand j'ai voulu rajouter du temps à Yogyakarta et pas aller à Malang, ça allait parce que j'avais pris annulation gratuite. Donc je te recommande de tout le temps prendre annulation gratuite si tu fais comme ça. Bon déjà aussi ça coûte pas cher en Indonésie, donc même si t'as pas l'annulation gratuite, c'est tranquille parce que tu peux te dire ok voilà j'allais payer 5-10 francs pour cette nuit là, c'est pas grave, je reste juste plus longtemps et tant pis pour cet argent. Mais c'est vrai que si tu fais des voyages où les logements coûtent beaucoup plus cher, franchement
prends toujours annulation gratuite parce que sinon t'es vraiment bloqué un peu dans un truc. Si d'un coup il y a une ville que t'aimes pas ou une ville que t'aimes trop où tu veux rester, bah c'est un peu dommage. Et à l'inverse, bah autant on avait bien regardé ce qu'on voulait faire à Bali et tout ça avec les garçons, autant pour Flores, personne n'avait vraiment eu le temps. On savait un peu niveau activité, mais on n'avait rien regardé, on n'avait pas regardé les logements, enfin touriste complet. Et là, on aurait dû, parce que du coup on s'est fait avoir, il n'y avait plus rien disponible à Labuan Bajo. Et au final, on a eu extrêmement de chance parce que le fait d'être spontané, ça nous a fait aller à Ruteng, ce qu'on n'aurait peut-être pas fait sinon. Et en fait, c'était vraiment une super décision et ça s'est trop bien passé. Pour les activités par contre, mieux vaut dans tous les cas attendre d'être sur place parce que ce sera beaucoup moins cher et tu peux négocier et tout ça. En ligne, c'est toujours exorbitant par rapport au prix que tu peux avoir sur place. En tout cas pour les activités en Indonésie. Mais pour les logements, en fait, je dirais que c'est bien quand même de s'y prendre minimum 3-4 jours en avance. T'es pas obligé de t'y prendre vraiment super en avance, mais 3-4 jours c'est pas mal quand même. Mais la spontanéité, c'est vraiment quitte ou double. Et si tu fais ça, tu dois être vraiment flexible sur tes plans. Aussi, parce que si on avait eu des activités qu'on voulait absolument faire au début à Labuan Bajo, on n'aurait vraiment pas pu faire ça quoi. Donc si tu veux être spontané par rapport à ton logement, tu dois aussi être un peu spontané par rapport aux activités que tu arrives à faire et tout. Et accepter que c'est vraiment quitte ou double. Des fois ça va bien se passer et des fois tu vas louper des trucs parce que tu aurais dû t'inscrire en avance pour l'activité ou comme ça. Donc il faut un peu faire gaffe quand même avec cette méthode. Par contre, un truc que je dirais, c'est beaucoup plus gratifiant quand ça fonctionne et que t'arrives à avoir un truc stylé alors que t'as été de manière spontanée. Parce que tu dis waouh, genre vraiment j'ai trouvé ce truc à la dernière minute et en fait ça se passe bien, c'est trop génial et tout. Alors que quand t'as tout organisé à l'avance, oui ok ça se passe bien, mais il n'y a pas ce petit danger de si ça se trouve ça va mal se passer. Donc c'est un peu moins gratifiant. Donc ma conclusion par rapport à spontané versus pas spontané, c'est que c'est ok de spontané, même je pense que l'Indonésie c'est un très bon pays où faire ça, mais il y a certaines régions il faut un peu checker, Flores par exemple, et qu'il faut pas non plus abuser. Nous on a checké ça, on a trouvé un logement à 1h du matin alors que l'avion partait à 7h du matin, on a abusé, on aurait dû s'y prendre quand même je pense 3 jours en avance, là ça aurait été pas mal. Donc maintenant, je t'ai préparé une espèce de petite liste de choses à savoir si jamais tu pars en Indonésie. Des astuces, des trucs pratiques, organisationnels à savoir, où moi je me suis dit, j'aurais été hyper contente si quelqu'un m'avait donné cette feuille et j'aurais été là, ah ok. Donc il y a des choses que je savais déjà, d'autres choses que j'ai apprises sur le moment, d'autres choses où je me suis trompée. Et après je me suis dit, ah mince ok, j'aurais dû faire comme ça. Comme ça, toi tu vas pas faire ces erreurs. Premier truc, c'est niveau budget. Donc moi j'étais partie avec 8 millions de roupies, donc l'équivalent de 550 francs suisses. Et en sachant que la plupart des logements pour ma partie solo, je les avais déjà payés. Mais il y en a quand même eu quelques-uns où honnêtement c'était pas mal d'avoir du cash parce qu'ils refusaient la carte. Et aussi souvent les activités elles sont à payer en cash et il y a certaines activités qui coûtent assez cher. Donc au final vers la fin il m'a manqué quand même l'équivalent de peut-être 2 millions de roupies. Mais c'est pas très grave parce que tu peux toujours retirer sur place. Et les frais bancaires sont pas non plus mirobolants donc ça va. T'as pas non plus besoin de te balader avec 10 millions pendant un mois. Tu peux tout simplement soit avoir une carte Revolut, soit retirer un peu de l'argent de temps en temps. Au niveau des transports, il y a pas mal de petites spécificités. Donc déjà au niveau des avions, les avions domestiques en Indonésie ont toujours des problèmes. C'est vraiment quelque chose qui est connu là-bas. Moi, mon avion pour aller de Surabaya à Bali, il a eu 3h30 de retard alors que c'était un vol d'1 heure, tout simplement. Et à l'aéroport, c'était le bordel. Tous les avions avaient du retard ou étaient annulés. C'est vraiment un truc à savoir si tu peux privilégier un autre moyen de transport, genre le train sur l'île de Java. Et aussi, je te conseille de pas voler avec Lion Air parce qu'ils sont vraiment connus. C'était la compagnie qui avait le plus d'annulations et de retard. Et à la place, je crois qu'une des meilleures, c'est Air Asia. Mais voilà, dans tous les cas, si jamais tu prends un vol domestique, sois assez flexible sur l'heure de départ et sur l'heure d'arrivée. Ensuite, le trafic sur l'île de Bali est vraiment pas ouf. Même assez insupportable. Et il faut être préparé pour ça. Franchement, je pèse mes mots. Si tu prévois de faire un déplacement vers Kuta, Canggu, Ubud, tout ça, sache que 5 km ça équivaut à genre 2 heures de trajet si t'es en voiture. Et si t'as pas les trop gros voyages, prends un scooter. Ce sera beaucoup plus rapide. Et si par contre tu dois aller avec la voiture, je te conseille d'acheter des bintang pour le trajet, pour le rendre un peu plus fun. Sur l'île de Java, il y a un très bon service de train que je te recommande. Il n'y a pas de transport en commun à Bali, mais à part quelques bus, mais qui sont compliqués pour les touristes à utiliser parce qu'il faut une carte rechargeable et ça vaut pas forcément le coup parce que j'en ai surtout vu à Ubud des bus mais pas tellement ailleurs. Le moyen de transport le plus pratique et le plus général c'est Grab où là c'est le Uber local et du coup tu peux à la fois louer des voitures ou des scooters. Il y a presque partout, il y a que sur l'île de Flores où tu peux pas louer de voiture, tu peux louer que des scooters. Mais sur l'île de Flores il y a aussi des bus, les bus Gunung Mas qui du coup relient les grandes villes entre elles, donc Labuan Bajo, Ruteng, Ende, tout ça. Et si t'es intéressé
pressé par prendre le bus, t'as simplement à demander à ton hébergement de t'aider et ils vont eux appeler le chauffeur de bus qui va venir te chercher sur place. Au niveau du rythme de vie, les Indonésiens ils vivent avec le soleil, c'est-à-dire qu'ils se lèvent tôt et ils vont se coucher tôt. Donc si tu pars faire des excursions avec un guide, tu vas jamais avoir rendez-vous. Le plus tard, ça va être 7h du matin. Et souvent, ça va être genre 5h30 parce qu'ils essayent d'inclure le lever du soleil dans leur excursion. Et par contre, c'est sûr que tu vas être de retour pour 17h et qu'à 18h, là, 18h, c'est un peu la fin de la journée, il y a le soleil qui se couche. J'ai aussi envie de faire un point sur l'habillement parce que moi, en tant que femme qui partait toute seule en Indonésie, c'est un truc où je me suis vraiment posé la question de comment j'étais censée m'habiller. Parce que c'est quand même un pays très religieux et à majorité musulmane et j'avais juste envie d'être sûre de me sentir moi à l'aise, de pas attirer des regards indiscrets et de pouvoir rentrer dans les temples. Et en fait, ça dépend des régions. Au nord du pays, donc vers Jakarta et Bandung, là c'est mieux de s'habiller plutôt de manière couvrante, donc avec des pantalons, des t-shirts qui couvrent les épaules, pas des grands décolletés. À Yogyakarta, la ville la plus visitée de Java, c'était plus chill, franchement ça allait. Mais après de nouveau à Probolinggo et Surabaya, c'était mieux d'être un peu plus couverte. En fait, le plus tu vas dans des endroits touristiques, le plus c'est libre et tu peux t'habiller vraiment comme tu veux. À Bali par exemple, c'est complètement ok d'être en crop top ou dans une petite robe, il y a zéro souci. Bon, en soi aussi ils sont pas musulmans à Bali, mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a tellement de trafic, de touristes qu'ils sont vraiment habitués maintenant. À Flores, on est de nouveau dans un endroit moins touristique. Et là, je mettrais pas trop de crop top ou de jupe, mais c'est pas tellement pour une question religieuse, mais plutôt parce que déjà, il fait un peu plus frais qu'à Bali. Et aussi parce que c'est pas trop la vibe. Enfin, si t'y vas, c'est plus pour la nature et aller dans les villages traditionnels et tout ça. Donc c'est plutôt des habits un peu pratiques, presque de sport, et donc plutôt un peu des t-shirts et des pantalons légers. En tout cas, moi, c'est ce dans quoi je me suis sentie le plus à l'aise à Flores. Et aussi, sur tout ton voyage, il te faut absolument au moins un pull. Parce que je sais qu'on se dit on part en Indonésie, il va faire hyper chaud et tout, et c'est vrai, mais il fait quand même assez froid le soir ou le matin s'il doit te lever à 5h30. C'est toujours agréable d'avoir un pull. Au niveau du téléphone, si jamais tu comptes prendre une carte SIM ou avoir un plan de données pendant ton temps en Indonésie, moi je te recommande de prendre chez Telkomsel directement à l'aéroport, même si c'est un peu plus cher. Parce que eux ils vont se débrouiller pour faire pour toi l'enregistrement au gouvernement et tout ça. Sinon tu vas t'embêter. Et perso j'avais choisi Telkomsel parce que c'est eux qui ont le réseau le plus étendu sur toute l'Indonésie. Mais si tu sais que tu vas uniquement rester à Bali, tu peux en choisir un autre. Et comme dans l'aéroport c'est plus cher qu'ailleurs, je te conseille de faire un truc que j'ai pas fait mais que je me suis dit après coup que ça aurait été vachement intelligent. C'est d'acheter leur plan le moins cher sur place. Ça ils te font l'enregistrement. Et d'ensuite tu télécharges l'application et tu prends plus de données au fur et à mesure que tu en as besoin. Et ça va être beaucoup moins cher de cette façon-là. Peut-être que toi, t'as pas envie de faire comme moi, le voyage en solo c'est pas ton truc, tu pars en groupe, mais t'as déjà eu quelques expériences où ça s'était pas très bien passé avec ton groupe, il y avait eu un peu des embrouilles et tout. Comment est-ce que tu peux t'assurer de partir avec un bon groupe où va pas y avoir des soucis? Moi en soi ça m'est jamais arrivé de mal m'entendre avec des gens en voyage. En soi c'est une question de préparation avant, il faut vraiment bien choisir ton groupe et poser des règles de base dès le début pour une bonne entente. Donc tu dois t'entendre avant sur la vibe que tu veux avoir dans le voyage et le ratio que tu veux accorder à chaque partie du voyage. Entre la fête, la culture, la nature, la ville, peut-être que vous serez pas complètement au même niveau, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut faire un peu plus la fête, quelqu'un qui veut un peu plus aller dans des musées, et vous devez vous accorder sur ça. Vous devez aussi vous accorder sur le fait que si jamais ça joue pas et vous êtes pas, vu que vous n'êtes pas les mêmes personnes, si vous n'avez pas exactement les mêmes goûts, qu'il y a pas quelqu'un qui veut aller faire aussi des activités aquatiques, mais quelqu'un d'autre a pas du tout envie de faire ça, tu dois pouvoir dire avec les gens avec qui tu voyages, ok c'est pas grave, on se dit que si jamais il y a des moments où on veut pas faire la même chose, on peut juste se séparer et c'est ok. Il y a des gens qui voudront pas faire ça, mais honnêtement, moi je partirai en voyage que avec des gens qui sont ok de faire ça. Tu dois aussi être clair avec eux de si ce temps de voyage, surtout si tu pars à deux, c'est du temps vraiment privilégié entre vous deux ou du temps où vous voulez aussi en profiter pour apprendre à connaître des nouvelles personnes et vous faire des nouveaux potes et passer du temps aussi avec d'autres gens en groupe et pas uniquement juste les deux. Tu dois t'accorder avec ton groupe sur le budget parce que ça va pas aller s'il y a une personne qui veut rester tout le temps dans des auberges de jeunesse et l'autre qui veut pas mettre un pied dans une auberge de jeunesse, qui veut rester dans des hôtels de luxe. Et vous devez discuter aussi c'est quoi le niveau de confort idéal pour chacun et c'est quoi le budget que vous voulez mettre dans le voyage en entier. Et tant qu'on parle d'argent, c'est aussi bien de définir à l'avance
comment est-ce que ça va se passer, les finances pendant le voyage, est-ce qu'elles sont complètement séparées, est-ce qu'elles sont mélangées, est-ce que tu vas faire les comptes pendant le voyage au fur et à mesure ou tout à la fin. Et le plus gros conseil, mais bon là je vais un peu me jeter des fleurs, c'est de choisir des gens qui sont matures et qui vont bien communiquer, qui font pas d'histoire. Parce que si malgré tout ça, déjà c'est hyper dommage si tu finis ton voyage et t'es plus pote avec tes amis, c'est horrible. Mais en soi, si jamais malgré tout ça il y a des petites tensions, que tu te frites un peu avec des gens et tout, si t'es avec quelqu'un qui veut rester et discuter, être en mode ok c'est pas grave, c'est juste que des fois en voyage t'es fatigué ou t'as la gueule de bois, ça peut arriver qu'il y ait des tensions plus que dans la vie normale. En soi tu vis avec des gens alors que d'habitude c'est pas le cas. Mais par contre ça va pas du tout si t'es avec quelqu'un qui va juste te planter là et partir en étant énervé et revenir genre 6 heures plus tard. Tu peux pas aller voyager avec des gens comme ça parce qu'après toi ça te gâche ta journée, ça gâche leur journée. Donc choisis bien les personnes avec qui tu pars. Bon du coup moi pour ce voyage tu l'as compris, j'ai vraiment fait 2 parties, une partie en solo et une partie avec des gens. Et qu'est-ce que j'ai préféré, comment est-ce qu'on choisit un peu entre les deux. J'ai l'impression que le voyage en solo souvent ça fait un petit peu peur. Enfin les personnes qui l'ont pas encore fait, souvent elles sont surprises et elles disent ah mais ok, marrant, pourquoi pas et tout, parce que on se le dise, le voyage en groupe ça reste quand même la norme et c'est aussi la norme pour une raison. C'est beaucoup plus rassurant, t'es beaucoup plus sûr de passer un bon moment parce que t'es avec des gens qui sont censés être tes amis. C'est des vacances plus chill en fait. Tu peux partir à l'autre bout du monde mais t'es avec des gens que tu connais, du coup c'est rassurant. Et on peut pas nier qu'il y a certaines activités qui sont clairement plus fun à faire à plusieurs. Et surtout le point le plus important qui je trouve est vraiment un bon point pour la colonne des pour le voyage en groupe, c'est le fait de partager cette expérience avec des gens et des gens que tu vas vraiment retrouver après dans ta vie, dans ton quotidien. Et le voyage en solo, ça peut aussi être incroyable. Je dirais que de manière générale, c'est une manière plus intense de voyager parce que tout est amplifié en fait. Les bons moments comme les mauvais. C'est à toi de décider ce que tu fais, tes activités, de savoir trouver le chemin. En fait, c'est tout le temps, tout repose tout le temps sur toi. Si t'as pas du fun, c'est ta faute. En soi c'est cool parce que du coup t'as vraiment besoin de faire de compromis avec personne, c'est toi qui gères le truc, mais du coup aussi c'est toi qui gères le truc, ce qui est pas forcément reposant. Tu peux aussi te sentir un peu seul ou un peu moins à l'aise au restaurant par exemple, mais pour moi ça c'est aussi un point positif. Enfin c'est ça aussi qui fait que c'est super important je trouve de voyager seul parce que ça te donne confiance en toi et en tes capacités d'une manière que tu pourrais pas vraiment avoir d'une autre façon parce que ça te montre que t'arrives à être débrouillarde et que tu peux aussi passer des bons moments sans être constamment avec d'autres gens. Et même pour des activités qui sont considérées comme très sociales comme aller au restaurant, c'est rare de voir des gens aller au restaurant tout seul. Et ça, ça peut être un point positif par rapport au voyage en groupe ou au contraire, si t'as besoin d'un peu de temps libre où t'es tout seul, suivant ton groupe, si ça se fait pas trop dans ton groupe d'un peu se séparer et tout ça, ça peut te manquer du temps où t'es pas constamment stimulé par d'autres gens et tout et t'es pas juste avec toi-même. Le voyage en solo, il te permet aussi de faire plein de rencontres dans les auberges de jeunesse et d'avoir au final plein d'amis autour du monde et ça, c'est vraiment très très chouette, même si les au revoir sont assez tristes. Et quand tu pars en solo, tu te sens vraiment hyper libre, j'ai l'impression. Enfin, je trouve que comme c'est si émotionnel et qu'il se passe tellement de trucs, c'est vraiment le voyage sous stéroïdes pour moi, le voyage en solo. Et ça te change vraiment plus que ce qu'un voyage en groupe peut vraiment faire, j'ai l'impression. Ça t'apprend plein de choses sur toi, ça te rend plus adaptable à ton environnement et ça t'immerge vraiment dans le pays. Si tu cherches des vacances relaxantes, je te conseille pas le voyage en solo, surtout dans un environnement pas familier. Tu prends beaucoup moins de risques de partir en groupe si tu choisis bien ton groupe parce que t'es à peu près sûr de passer un bon voyage, parce que même s'il y a des choses qui foirent dans ton voyage, tu vas forcément apprécier la compagnie, donc ça va quand même être des bonnes vacances. Pour moi en tout cas, j'ai trouvé idéal de pouvoir mixer et avoir un peu des deux pendant ce voyage et je suis contente de la répartition que j'ai faite. Pour finir cette vidéo, je vais vous donner vraiment mes highlights de l'itinéraire des activités que j'ai faites. Comme ça, tu peux vraiment déterminer, ok, ça c'est important, c'est les trucs à pas passer à côté. Sur l'île de Java, je dirais vraiment la ville de Yogyakarta. C'est vraiment un truc à pas manquer. C'est waouh, toutes les journées que j'ai passées là-bas étaient vraiment incroyables et je me rends compte que c'est aussi grâce aux gens que j'ai rencontrés là-bas. Mais c'était vraiment hyper chouette. Il y a énormément de choses à faire, d'activités, de choses à voir et c'est juste une des villes les plus agréables sur Java. L'autre highlight à Java, c'est le mont Bromo, où du coup ça va être assez différent si toi tu décides de prendre un tour et du coup de monter au point de vue avec une jeep et tout ça et les autres touristes. En tout cas, la version que moi j'ai fait, où du coup c'était un peu DIY, j'ai trouvé la veille un couple d'Italiens qui voulaient partir avec moi. On a pris un grab jusqu'au village et après on a fait vraiment la randonnée nous avec notre téléphone et on regardait sur maps.me le trajet pour aller du coup d'abord sur le point de vue de King Kong Hill.
Ensuite on est descendu pour aller dans la mer de sable. On a encore marché genre 1 heure jusqu'à arriver au pied du cratère où tu peux monter encore tout au bord pour voir l'intérieur du cratère et c'est vraiment très impressionnant et très joli. Mais ça prend pas mal de temps, ça c'est quand même 5-6 heures de marche au final, mais ça vaut vraiment le coup. Et pareil en fait, que ce soit à Yogyakarta ou là, j'ai très facilement trouvé des gens qui voulaient passer du temps avec moi, qui voulaient aussi, qui voyageaient tout seuls mais qui étaient ouverts au fait de rencontrer d'autres gens. À Bali, je pense que c'est vraiment cool de faire la Monkey Forest et un cours de cuisine aussi. Ça, tu peux peut-être le faire aussi dans d'autres endroits, genre à Yogyakarta ou comme ça. En tout cas, j'ai trouvé qu'à Ubud, je crois que c'est là où il y a le plus de cours de cuisine qu'ils proposent. Faire du surf aussi, pourquoi pas. Si t'en as encore jamais fait, franchement, Bali, c'est un bon endroit où faire et c'est très peu cher. Le Campion Ridge Walk aussi, il mérite le détour. C'est petit, ça prend pas beaucoup de temps, mais les vues sont jolies. Il y a une jolie lumière et il y a des jolies vues sur des rizières. Et Nusa Penida aussi, c'est très beau. À Flores, ce qui était vraiment incroyable, c'était le village de Werebo et le tour en bateau dans le parc national du Komodo. C'est l'activité la plus chère qu'on a faite, mais elle vaut vraiment le détour. Je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà parlé pendant plus d'1 heure à ma caméra. J'espère que ce guide presque exhaustif de l'Indonésie t'aura intéressé, avec mon retour d'expérience sur Java, Bali et Flores, et mes conseils sur les voyages en solo versus les voyages en groupe, et le fait d'être spontané ou d'être un peu plus un planificateur de voyage comme moi. J'espère que toutes ces informations te seront utiles. Tu peux toujours m'écrire dans les commentaires s'il y a autre chose, t'as une question ou un truc, j'espère que je saurai y répondre. Et n'hésite pas surtout à me montrer si tu as apprécié cette vidéo en la likant et en t'abonnant à la chaîne YouTube. Ça me ferait très plaisir comme à chaque fois. Je te fais des bisous, à la prochaine!